Géo. Les hommes ont depuis longtemps conquis l'Ouest sauvage américain. Il reste peu de traces de la frontière disparue. Le bison majestueux, connu sous le nom de buffalo en Amérique, est l'un des derniers symboles qui témoignent aujourd'hui de cette époque sauvage. Autrefois, leur harde se déployait à perte de vue. Mais au début du siècle, sur tout le territoire des États-Unis, moins de 50 bisons sauvages vivaient encore. Ce sont les descendants de la dernière harde survivante. Ils parcourent les mêmes étendues où vivaient leurs ancêtres. Ici, dans ce qui est devenu le parc national de Yellowstone. Le domaine des bisons est rude et éprouvant. Au cœur du parc, on trouve les restes d'un gigantesque volcan qui a fait éruption il y a plus d'un demi-million d'années. Les cendres, écoulées de lave répandues sur des milliers de kilomètres carrés, sont maintenant recouverts de forêts et de prairies. Mais les forces naturelles qui couvent sous la surface se manifestent encore. L'eau surchauffée par la roche en fusion peut jaillir en geyser de dizaines de mètres de haut. Le sol de la vallée est parsemé de sources chaudes, de cheminées d'où s'échappe la vapeur et de mares de boue en ébullition. La grandeur de ces lieux impressionne fortement les premiers colons qui le découvrent pour la première fois. De vives pressions s'exercent sur le gouvernement fédéral pour qu'il déclare le site protégé. En 1872, il le classe parc national, premier parc à acquérir ce statut aux États-Unis. À l'origine, le parc national de Yellowstone est créé dans le but de protéger le plus grand spectacle géothermique du monde. Personne ne sait alors qu'il deviendra le dernier refuge sauvage du bison d'Amérique. 60 millions de bisons parcouraient autrefois les plaines et prairies de l'Amérique du Nord. Sur aucun autre continent peut-être, même pas en Afrique, on a rencontré de troupeaux sauvages de cette importance. Apparemment illimitée, l'abondance des bisons permet aux Indiens des plaines de survivre. Un seul animal fournit des centaines de livres de viande, ainsi que le cuir pour confectionner les tipis, couvertures et vêtements. Pour les Indiens, le bison est un cadeau des dieux. Mais les grandes hardes ne dureront pas. Les colons blancs sont d'abord ébahis par l'abondance des bisons. Un témoin rapporte avoir vu un troupeau qui se déployait sur une étendue de 20 km de long et sur près de 60 km de large.
Mais les chasseurs commencent à les tuer sans pitié pour satisfaire la demande croissante en peaux et vêtements. Avec l'ouverture des lignes de chemin de fer, il devient possible d'organiser pour la première fois des safaris peu coûteux. Bâti pour affronter le danger plutôt que pour le fuir, le bison fait souvent face à ses attaquants, mais la bataille est inégale. D'ici peu, la rumeur des bisons, semblable au tonnerre sur la plaine, ne sera plus qu'un écho. Le parc national de Yellowstone est alors l'un des derniers endroits où les bisons pouvaient trouver refuge, bien que le braconnage se poursuive encore pendant des années. La harde se réduit à quelques douzaines de têtes seulement lorsque le massacre cesse enfin. Le bison est vraiment un survivant. C'est l'un des rares mammifères qui ait survécu à la dernière ère de glaciation. On estime qu'il existe sur Terre depuis plus de 800 000 ans. Par l'intimidation ou la lutte, les bisons les plus forts gagnent le droit d'assurer seuls la reproduction de l'espèce. Un mâle puissant intimide facilement les plus faibles. Un simple regard peut suffire à décourager un concurrent. La taille et la force déterminent qui sera le gagnant, celui qui forcera les perdants à battre en retraite. Un mâle dominant peut faire son choix parmi les femelles. Quant aux bisons frustrés, ils peuvent trouver un exutoire en se roulant dans la poussière, ce qui les aide également à se débarrasser des insectes qui les ennuient. Lorsqu'un chef trouve une femelle en chaleur, il noue avec elle un lien serré. Le bison est très sociable. Le mâle accompagne la femelle partout et ne s'en éloigne jamais de plus de quelques mètres. Si un autre mâle ose s'en approcher, on lui fait rapidement comprendre qu'il est indésirable. Pourtant, certains font preuve de plus de résolution. Des menaces sont échangées par des mâles ayant même stature et même rang. Si l'un d'entre eux refuse d'en tenir compte, la bataille éclate. Chaque animal lutte pour protéger ses flancs des cornes de son opposant. Recevoir un coup de corne entraînerait une défaite certaine, si ce n'est la mort. Le concurrent abandonne la partie et le mâle triomphant peut s'accoupler librement. Toute la harde bénéficie des qualités qu'il transmet seul aux rejetons qui lui ressemblent. Cet animal a perdu la bataille. Sa blessure pourrait signifier sa sentence de mort. À l'automne, la saison des amours des bisons s'achève. Les bisons sont alors au mieux de leur forme, prêts à affronter les saisons plus dures qui s'annoncent. Certains, cependant, n'auront jamais à souffrir des rigueurs de l'hiver. Les coyotes sont à l'affût de tous les accidents et en tirent rapidement parti. Un nouveau coyote espère partager le repas.
semble implorer. Pourtant, son attitude est un défi. Nouvelle tentative du coyote. Cette fois-ci, avec plus de succès. La victoire semble assurée, mais les autres n'ont pas renoncé. Pas encore. Dans quelques jours, la carcasse sera complètement nettoyée. Pour les coyotes, de simples morceaux de peau pourront plus tard faire la différence entre la vie ou la mort. À Yellowstone, les hivers sont toujours aussi durs qu'au temps des premiers colons. Les températures peuvent descendre à près de moins 20 degrés. Les bisons peuvent supporter les froids sévères, protégés par leur laine très épaisse et leur couche de graisse. Se nourrir leur pose plus de problèmes que se protéger du froid. Le bison possède cependant un odorat si aiguisé qu'il peut détecter la moindre touffe d'herbe sous des épaisseurs de neige. Lorsque la nourriture vient à manquer, les bisons les plus forts ont encore une fois priorité. Utilisant sa tête comme une charrue, celui-ci achève le travail. Le bison recherche en général les terrains faciles plutôt que de perdre une énergie précieuse à creuser. Sur les crêtes, le vent peut avoir dégagé la neige, mettant à découvert les dernières touffes d'herbe de l'été. Grâce à la chaleur intense qui se dégage du sol, Yellowstone offre de nombreux spectacles. Sans cette chaleur, les loutres qui jouent et plusieurs autres espèces animales ne pourraient survivre un seul hiver. Les animaux pêchent dans les trous faits dans la glace par les sources chaudes souterraines. Les truites argentées peuvent être ainsi facilement attrapées. De gracieux cygnes trompettes hivernent à Yellowstone. Ils peuvent se nourrir dans les rivières, préservées du gel par la chaleur souterraine. Les bisons conservent leur énergie en se réchauffant sur les sols brûlants. La chaleur a un effet encore plus important en ne permettant pas à la neige de s'accumuler en couches trop épaisses. Il est plus facile ainsi de trouver les touffes d'herbe. En hiver, Yellowstone est un endroit désolé et dangereux. Dans sa quête sans fin de nourriture, il arrive souvent aux bisons de traverser des lacs et des rivières gelées. Par endroits, la couche de glace peut avoir seulement quelques centimètres d'épaisseur.
La chaleur qui a réchauffé ce mâle a maintenant créé un piège. De toutes ses forces, le bison essaie de se tirer hors de l'eau. Mais la crevasse est trop profonde. Son seul espoir est de briser la glace jusqu'à ce qu'il ait pied dans l'eau peu profonde. Un autre bison flâne dans les environs, cherchant peut-être une piste connue. Après 6 heures de lutte, le froid et l'épuisement ont raison de l'animal. Un autre bison approche. Il semble également ignorer le danger. Mais sagement, il décide de ne pas aller plus loin. En avril, les jours rallongent et le parc prend un air printanier. Les oies du Canada explorent de nouvelles voies vers la nourriture. Les mâles de canards-garrot volettent, gagnés par l'excitation à l'approche de leur période nuptiale. Cependant, avec la glace et la neige fondante, les bisons devront déjouer d'autres pièges, peut-être encore plus perfides. Ce bison a plus de chance que le précédent. Le sol peut être encore recouvert de neige lorsque les femelles mettent bas. Événement très rare chez les bisons. Cette femelle a mis bas des jumeaux. Ces petits n'ont pas plus d'une semaine. En léchant ces petits, la mère non seulement les nettoie, mais renforce aussi leur lien réciproque. Les jumeaux se dépêchent d'examiner le nouvel arrivant. Leur mère aussi est autorisée à l'inspecter. La fascination mutuelle que les femelles éprouvent envers la progéniture des autres femelles peut aider à créer les liens sociaux qui, plus tard, assureront la cohésion de la harde. Un coyote est à l'affût, mais reste à distance. Les jeunes bisons sont très vulnérables, aussi longtemps qu'ils ne peuvent tenir sur leurs pattes. La femelle doit essayer d'encourager gentiment son veau à se mettre sur pied. Cependant, tant que la mère est à proximité, les coyotes attaquent rarement les petits. Après quelques trébuchements, le petit rejoint sa mère et, en chancelant, regagne la harde où il se trouvera en sécurité.
Le coyote devra aller chercher ailleurs sa nourriture. Cette femelle est une mère qui surveille sa descendance. Son petit à l'abri dans la tanière, la mère peut partir à la chasse. Habituellement, les coyotes chassent en solitaire, mais il leur arrive d'opérer en groupe. Leur cri signale une bonne aubaine, un cerf wapiti nouveau-né. Tirant parti de leur nombre, les coyotes cerclent la mère. Quelques-uns accaparent son attention, pendant que les autres resserrent le filet. La mère se défend vigoureusement. Mais les coyotes sont trop nombreux. Lorsque l'épuisement la gagne, les prédateurs se rapprochent du petit. Mais la chance va se retourner cependant. Un bison s'approche, intrigué par tout ce vacarme. Les coyotes semblent tout à coup s'énerver. Avec le bison tournant autour, il leur est difficile de mener leur attaque à son terme. Même en groupe, les coyotes ne peuvent rivaliser avec plusieurs bisons. La mère et son petit s'esquivent, sauvés par la présence imposante du bison. Au cours de leur déplacement, ces animaux impressionnants, dont la puissance est renforcée par leur côté grégaire, protègent souvent les autres espèces animales. Peu après leur naissance, les petits commencent à apprendre les règles de vie de la harde. Jouer est pour eux davantage qu'un passe-temps. Ces jeunes bisons développent des aptitudes qui leur seront utiles au cours de leur existence. Ils consacrent beaucoup de leur temps et de leur énergie à simuler des combats et à s'affronter tête contre tête. Une mère semble cependant estimer que ce jeu a assez duré. Le spectacle des petits qui jouent est un très bon signe. Signe que les bisons ont encore non seulement survécu à Yellowstone, mais mieux encore, qu'ils y ont prospéré. Alors qu'ils ont été décimés au début du siècle et réduits à une cinquantaine de têtes seulement, aujourd'hui plus de 2000 bisons vivent à Yellowstone. Au travers de très grands périls, l'un des derniers symboles vivants du Far West américain, le bison, a tenu bon. Nous sommes en Afrique de l'Est, là où l'équateur traverse des plaines chaudes et sèches. Soudain, un univers froid et mystérieux surgit de nulle part. C'est le Kilimandjaro, une montagne mythique. Cette équipe se propose de gravir les quelques 5895 mètres du pic qui domine le continent africain. C'est juste à cet endroit, quand nous prendrons cette courbe, Seul le chef de groupe, Wesley Groves, est un alpiniste confirmé. que nous découvrirons le plus haut pic, celui du Kibo.
L'équipe est constituée de Groblawik, fils de la célèbre anthropologue Jane Goodell, John Granell, spécialiste des lions d'Afrique, Eric Anemi, une naturaliste amateur, et Gilles Dombe, un jeune photographe. Pendant 8 jours, ils vont passer des chaleurs équatoriales à la rigueur du climat arctique. La civilisation occidentale a contesté l'existence même du Kilimandjaro, jusqu'au milieu du siècle dernier. Comment une montagne couverte de neige pourrait-elle se dresser au cœur de l'Afrique équatoriale? Le débat fut tranché en 1889 lorsque l'explorateur européen Ann Meyer gravit le pic glacé. Sans doute fut-il très impressionné par ces glaciers miroitants. Les pentes du Kilimandjaro présentent 5 étages totalement différents. Au-dessus des plaines arides se trouvent les forêts humides et brumeuses. Puis l'équipe devra s'acheminer à travers des landes et des tourbières afin d'atteindre le désert alpin, puis le sommet arctique. La forêt humide est la zone la plus riche du Kilimandjaro. Une vie sauvage mystérieuse y laisse des traces fascinantes. Regardez, les éléphants sont passés par là. Certains sont descendus par là, les autres ont obliqué vers la droite. On connaît mal la vie des éléphants du Kilimandjaro. Sans doute ont-ils gagné les hauteurs depuis les plaines. Gigantesques, silencieux, ils se nourrissent tranquillement d'une végétation luxuriante. Au fur et à mesure que l'expédition progresse à travers une forêt dense, Wesley annonce les changements qui vont se produire. Dès que nous aurons laissé derrière nous les arbres gigantesques pour arriver sur le plateau de Sura, nous n'aurons plus autour de nous que des bruyères géantes. Plus on monte, plus la démarcation est nette entre les zones. Dès que l'on quitte la forêt pluviale, on pénètre dans des secteurs couverts d'arbustes et de buissons difficiles à distinguer de la vraie forêt. Ils doivent encore explorer le reste de la zone forestière. Ici, la vie est facile. De petites antilopes comme les gracieux Gibbs se rencontrent surtout au-dessus de la limite des arbres. Mais les explorateurs poursuivent leur chemin avec l'aide de leurs porteurs chagas. Ce sont des autochtones qui connaissent bien la montagne. Tout comme l'éléphant, le phacochère se rencontre surtout dans les plaines. S'il se sent acculé, il se défendra. Mais il préfère battre en retraite. La limite de la forêt est aussi celle du territoire des phacochères. Mais il prospère surtout quand l'herbe est épaisse et l'eau abondante. Ce qui est très curieux ici à propos de l'eau et de ces cours d'eau en bas, c'est que bien souvent les gens, en voyant le Kilimandjaro et toute cette neige, pensent que l'eau qui coule provient de la fonte des neiges en altitude. En fait, cette eau provient en grande partie des pluies tombant sur les forêts, ou juste au-dessus de leurs limites. Elles sont ici 3 fois plus abondantes qu'en altitude. Bien, descendons et passons ce cours d'eau. Attention, ces rochers sont parfois un peu glissants. Des dizaines de ruisseaux limpides coulent dans la forêt. Une eau pure tombée des nuages, résultant des conditions climatiques de la montagne elle-même. Au bord de l'eau se développe une variété de formes de vie étonnantes, liées à la chaleur humide de la forêt.
seul oiseau peut faire un tel vacarme, le calao à gorge argentée. La caisse de résonance au-dessus de son bec fait résonner son cri au fond des bois. Dans les alentours, Wesley repère quelques-uns des plus beaux animaux de ce site. Hey, look. Regardez, vous voyez ce colobe juste là? Si vous regardez bien ici, derrière ce podocarpus, cet arbre en face de nous, on les voit vraiment bouger maintenant. Ce colobe que nous voyons ici est un Kéreza du Kilimandjaro, une sous-espèce propre à ce massif et au mont Meru. Donc les colobes que l'on ne trouve que sur les montagnes sont légèrement différents de ceux des plaines avec leur longue queue touffue et leur crinière blanche. Les singes colobes sont parmi les animaux les plus pacifiques et les plus charmants d'Afrique de l'Est. Ils vivent en petites communautés et se nourrissent de feuilles et de baies. Un nouveau membre vient d'arriver dans ce groupe. Il est âgé d'une semaine à peine. Les groupes de colobes sont très soudés et très coopératifs et descendent rarement à terre. Deux jours après avoir quitté les savanes africaines. À 3000 mètres d'altitude, la température ne dépasse guère 0 degré. Le groupe fait une pause repas à la limite de la 3e zone du Kilimandjaro. La haute lande à bruyères et les tourbières. Les paroles de cette chanson ne sont guère rassurantes. Elle parle des pistes sinueuses du Kilimandjaro et les compare à un serpent qui mange de la chair humaine. Kilimanjaro, 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 mimamrefu sana. Namawenzi, namawenzi, namawenzi. La vie dans la lande est beaucoup moins diversifiée qu'en forêt. Et regardez les gars, venez voir. C'est une protée en fleurs. Celle-ci est particulièrement belle. Et celle-là est complètement fleurie. Et celle-ci est sur le point de faner. Regardez, voilà l'un des papillons que nous avons vus le long de la piste. Mais il fait si froid à cette heure-ci qu'il n'arrive pas à se nourrir. Il devra attendre suspendu à la fleur que le soleil se lève. L'équipe approche du plateau de Chira. C'est une vaste étendue de landes et de tourbières, vestige du plus ancien des 3 volcans qui ont constitué le massif. Un grand corbeau à cou blanc a suivi l'équipe jusque sur le plateau dans l'espoir de récupérer quelques déchets. Il est bien plus rare d'observer un gypaète, sorte de vautour qui se nourrit d'os. Soit il les avale entiers, soit il les laisse tomber sur des rochers pour les briser. Vers 4000 mètres d'altitude, l'équipe arrive en vue du Kibo, le plus jeune et le plus haut des pics volcaniques du massif. À l'aube, le soleil apparaît derrière le Mawenzi, le 3e des pics volcaniques.
À cette altitude, l'oxygène commence à se raréfier. Les porteurs en ont l'habitude, mais il faut aux membres de l'expédition un certain temps pour s'adapter. Pendant qu'ils se relaxent, leur organisme produit des globules rouges qui leur permettront d'extraire plus d'oxygène. Ils passeront ici 2 jours pleins avant de pouvoir repartir. Chaque jour à l'aube, le gel de l'hiver se dissipe dans le grand soleil. Troisième jour, le groupe prend la direction de Kibo à travers la zone de tourbière du plateau. Le camp délaissé attire l'attention d'un petit charognard local, la souris à 4 bandes. Elle doit être discrète, car les prédateurs ne sont pas loin. Pour l'instant, les corbeaux semblent se contenter des déchets du campement. Un chacal vient inspecter le site de plus près. Il ne peut pas laisser passer une occasion de se nourrir sur ce plateau désert. Le timide céphalophe de Grimm passe le plus clair de son temps à brouter. Contrairement aux autres antilopes, il attrapera aussi de petites proies si l'occasion se présente. Plus loin, le groupe rencontre l'une des plantes les plus grandes et les plus curieuses de la région. D'ici, nous voyons mieux ce sénesson géant. Alors que les tiges poussent et que les feuilles du haut se fanent, elles se replient en quelque sorte, formant une couche isolante qui protège réellement ces plantes du gel de la nuit. Leur taille géante les condamne souvent à mourir parce qu'à la fin, elles deviennent si lourdes d'en haut que leurs tiges minces ne peuvent plus les soutenir. Pour finir, les sénessons s'effondrent sous leur propre poids. Sur les plateaux marécageux, on trouve le mabellia géant. Les feuilles supérieures, que l'on appelle aussi bractées, se referment pendant la nuit pour protéger les fleurs du froid intense. Quand les fleurs sont ouvertes, des oiseaux viennent picorer le nectar. Les bractées constituent d'intéressantes plateformes d'atterrissage, à partir desquelles les suyimangas assurent une pollinisation efficace. Les mâles ont le sens du territoire et chassent les intrus de leur domaine. Les chants servent aussi à avertir les autres oiseaux qu'il convient de se tenir à l'écart. Une journée de marche dans l'air raréfié, et l'équipe arrive de l'autre côté du cratère de Shira, où finissent les Landes. Dans les zones dénudées de type alpin, on découvre les signes de phénomènes liés aux fluctuations solaires. Quand le sol gèle pendant la nuit, il bouge et il craque tant que rien ne peut pousser. Il est alors émietté par la gélifraction. Regardez, voilà une zone où se sont formés de très gros cristaux. Regardez cela. L'eau s'amasse la nuit, puis quand il gèle, ces cristaux se forment en poussant les graviers vers le haut. Si vous regardez bien, vous verrez comment les cristaux se forment verticalement. Chacun forme une colonne et ainsi, chaque nuit, il y a une poussée verticale.
Et chaque jour, la colonne fond. Et ça fait remonter légèrement les graviers d'environ 3 cm par nuit. Les plantes n'arrivent donc pas à s'enraciner. Si vous regardez bien, vous trouverez le seul endroit où les plantes arrivent à pousser. C'est juste à la limite des rochers. Là, regardez. Parce qu'à découvert, là où se produit le chaud et froid, l'enracinement est impossible. On dit ici que le jour c'est l'été et que la nuit c'est l'hiver. À cette altitude, les températures sont sujettes à d'énormes variations et les conditions météorologiques vont désormais se dégrader brutalement. Après plus de 5000 mètres d'ascension, l'équipe a gagné son pari, atteindre la zone arctique du Kilimandjaro. Le manque d'oxygène commence à se faire sentir. Les tempes battent. Le souffle devient court. À ce moment-là, certains grimpeurs moins décidés abandonnent, vaincus par les rigueurs du Kilimandjaro. Le danger est bien réel. Presque chaque année, des gens laissent leur vie sur ces pentes glacées, insuffisamment préparés au danger de la haute altitude. Sacré trou, hein? Le groupe fait enfin une pause au bord du cratère du Kibo. La chaleur dégagée par le volcan surgit dans la splendeur glacée. Des bouffées de soufre et de vapeur s'exhalent de la masse qui bouillonne à l'intérieur. Huitième jour. Nuit agitée passée dans le cratère. Les membres de l'expédition ont fait des rêves d'une étrange violence. Il s'agit là d'un effet curieux mais courant dû au manque d'oxygène. Il devient difficile de se concentrer et on doit se forcer pour absorber quelques nourritures. Il leur est de plus en plus difficile de coordonner leurs mouvements. En repartant,
ils doivent prêter attention aux symptômes plus graves du mal d'altitude, violents maux de tête ou signes d'engorgement des poumons. Chaque pas représente un immense effort. On ne dispose que de 50% de l'oxygène nécessaire. Vous me rattraperez si je m'effondre. Ils n'ont que 250 mètres à grimper pour sortir du cratère, mais il semble interminable. Allez, rejoignons le sommet maintenant. Ça n'est pas très loin. Suivons simplement l'arête du cratère. Ce n'est pas bien long. Et nous y serons. Un nuage passe, provoquant une chute brutale de la température. Enfin, après un dernier effort, le groupe atteint le point culminant à 5895 mètres, le pic Uhuru. Ça y est. Wow, le sommet de l'Afrique. Bravo à tout le monde. Ils ont escaladé ce sommet légendaire à la calotte enneigée, dont on a souvent nié l'existence, le Kilimandjaro. Il ne nous reste plus qu'à poser pour la photo.